Je vois qu'il est 17h31 et on est quand même un peu ponctuel. Je vais pouvoir vous dire bonjour déjà et puis démarrer cette nouvelle édition des Jeudis RH autour du leadership en entreprise, réalité et paradoxe. Donc c'est vrai que cette notion de leadership, c'est un terme qu'on a souvent rattaché à un héros qui a un charisme naturel, qui prend des décisions, qui donne confiance, entre quelqu'un de très humain et en même temps très focus sur les résultats. Bref, ce héros, qu'en est-il dans la réalité en entreprise? Qu'est-ce qu'on a aussi comme rôle à jouer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les afterworkers du jour. Nous ne sommes pas allés chercher quatre femmes, mais plutôt quatre parcours, quatre visions différentes et autant de façons d'exercer, de développer, de s'intéresser à cette notion de leadership. Euh, Peut-être que je devrais le préciser dès maintenant. On va évoquer un leadership alors plutôt asexué, j'ai envie de dire, même si on a un panel féminin et qu'on va le voir sous le regard, en tout cas, de ces quatre femmes aujourd'hui avec nous. On va parler de ce leadership que l'on porte en réalité sans genre. C'est au-delà du poste, au-delà du niveau hiérarchique, au-delà de tous ces freins parfois au leadership. On va aller explorer, décrypter un peu ce leadership qui challenge les parcours, qui inspire aussi beaucoup et qui fait rêver. Alors, que ce soit au cœur d'une start-up, d'une PME ou dans une structure plutôt plus ancrée d'institutions publiques, on va voir que ce leadership qu'on va évoquer, ben, il se nourrit des expériences, il se nourrit des succès, mais aussi des écueils. Je ne vais pas faire de présentation à rallonge de nos quatre invités puisque vous allez vous-même apprendre à les découvrir durant cette heure qu'on va passer ensemble. Et puisqu'elles nous diront aussi presque tout sur leur relation avec ce fameux leadership, on a avec nous Sarah Marniès, pardon, donc qui est responsable du campus AFD, l'Agence française de développement. On a aussi avec nous Hind Alaoui, qui est DRH des mutuelles assurances Mamda MCMA, que je pense que je n'ai pas besoin de préciser ni de présenter. Et on a aussi avec nous Boutaina Eraqi Husseini, qui est présidente du groupe Locamed et qui allie aussi ce rôle de femme d'affaires avec d'autres casquettes de militante associative, d'actrice engagée quelque part, que ce soit politiquement ou ailleurs. On a aussi avec nous Laura du Moulin Minguet, qui est DRH international, executive coach et consultante auprès du cabinet Master Coach, spécialisée en conseil RH et au sein duquel je suis moi-même consultante. Et surtout fervente défendeuse d'un monde du travail un peu plus stimulant, énergisant. Et je pense que c'est tous ces angles-là qu'on va pouvoir, dans lesquels on va pouvoir voguer ensemble. Alors pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, si je vous demandais, mesdames, qu'est-ce que pour vous, ce leadership en réalité, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Boutaina peut-être? Je vais rebondir sur ta dernière phrase. Tu dis, tu parles de leadership et tu dis euh, créer un monde de travail stimulant. Je pense que le premier rôle d'un leadership, je pense qu'il le fait instinctivement ou bien c'est un résultat de son attitude. C'est créer autour de lui un environnement stimulant pour ses collaborateurs qui fait qu'il arrive à les mener avec lui vers un objectif commun. C'est ils font les choses par plaisir. Bien sûr, il y a la motivation salaire, motivation carrière, tout ça, je vais vous épargner toutes les énumérations qu'on trouve dans toutes les explications officielles. Mais je pense que dans le quotidien, on le constate, on ne réfléchit pas chaque matin si on a du leadership ou pas. On lance l'objectif de la journée avec les équipes et tout le monde est là, tout le monde est stimulé parce qu'il y a la façon de faire, l'attitude à avoir avec tout le monde, il y a l'environnement de travail, les moyens qu'on leur donne et puis l'envie qu'on leur donne d'aller jusqu'au bout. Et ça se fait presque, je vais dire, c'est presque miraculeusement, ça se fait automatiquement.
Et tout à l'heure, vous avez dit un truc qui m'a fait rire. Vous avez dit le leadership, ça fait rêver. Oui, ça fait rêver les autres, mais pas ceux qui sont dedans, parce que ceux qui sont dedans, ils travaillent. Alors, est-ce que l'une d'entre vous a un leader rêveur? Alors justement, par rapport à cette histoire de leadership, ça fait rêver. Pendant longtemps, en tout cas, moi, ça me faisait peur. Euh, voilà, en construisant la carrière, on se dit, est-ce qu'on va être un jour leader? Est-ce qu'on ne le sera pas? Comment ça va se passer? Et puis après, on se rend compte que le leadership, ma foi, c'est ancré en nous. C'est quand on aime ce qu'on fait, c'est quand on s'investit. Et puis, et c'est à tous les niveaux. Hein. On n'a pas besoin d'être à un niveau euh, de hiérarchie important pour exercer du leadership. Mais c'est vrai qu'on le sent véritablement plus on évolue dans la carrière. Exact. Oui, moi je partage beaucoup ce point de vue. Il y a deux mots, je trouve, qui sont importants. Le mot de confiance, créer de la confiance, et puis le mot de sens, donner du sens. Alors, créer de la confiance, ça passe beaucoup par l'écoute et par la prise en compte des différences. Et c'est là qu'on peut rentrer dans les paradoxes parce que écouter et bien écouter, c'est difficile puisqu'on écoute toujours avec son oreille, à travers son prisme. Et donc, c'est un vrai travail. Et puis, pourtant, c'est essentiel hein, pour créer de la confiance. Et c'est, je pense, simplement à partir du moment où on commence à créer de la confiance qu'on arrive à créer du sens ensemble. Et le sens, effectivement, le leader, il apporte quelque chose à quoi il croit, de vivant, comme le disait Inde, c'est quelque chose qui le meut, mais il faut aussi le construire ensemble pour que ça fasse dynamique, corps, qui est quelque chose qui se crée dans l'équipe. Et donc, là aussi, c'est difficile parce que créer du sens ensemble, c'est mettre l'intelligence collective en marche et c'est aussi un sujet extrêmement difficile parce il faut un cadre, il faut de la confiance, de l'écoute, etc., etc. Donc, c'est un vrai défi. Alors j'ai envie de rajouter juste que souvent on fait cet amalgame entre leader et manager, et d'ailleurs même nous, là, ce qui a été discuté, c'est on a en filigrane le manager leader, et pendant longtemps, en fait, moi aussi, je m'accrochais à cette notion de mon propre manager leader, les équipes de management leader, et j'essayais de recruter mes managers sur Castine en essayant de détecter chez eux, au fait, cette notion de leadership en me disant que c'est important, dans tous les cas, dans mes expériences de DRH, de travailler conjointement avec un vrai manager leader. Et j'ai eu la chance de faire le bon choix souvent, de travailler auprès de grands managers qui ont une vraie vision, qui vont susciter au fait la motivation de tous par leur congruence, par leur envie véritable de mettre en mouvement les autres et puis d'être au centre de la foule, hein, d'y aller avec eux. Et puis des fois, je me suis complètement trompée de casting. Et donc, et c'est là où j'ai appris finalement à regarder tous ces leaders qui ne sont pas forcément des managers, qui sont peut-être des collaborateurs ou des experts ou peut-être même des opérateurs, des techniciens, mais qui ont cette faculté innée d'inspirer confiance, de donner envie aux autres, de leur faire confiance, de les suivre. Et donc, c'est pour moi un élargissement complet de cette notion de leadership. Bon, maintenant qu'on a mis les deux pieds dans le plat, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on voit que le leadership, c'est tout un concept et on peut avoir peut-être autant de définitions que de personnes. Si on rentre un peu plus sur le leadership en entreprise, je pense qu'ici, tout le monde serait d'accord pour dire que la transformation d'une organisation, quelle qu'elle soit, elle ne peut se faire sans une transformation des esprits. Et en entreprise particulièrement, cette culture managériale,
tu l'as aussi évoqué, Laura, ça doit être la première en réalité à prendre le pas de ce changement, à ouvrir cette voie-là. Et pourtant, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. J'ai envie de vous poser peut-être une question un peu plus dans vos rôles respectifs réellement en tant que femme d'entreprise, en tant que leader, en tant que manager. Comment est-ce que vous liez cette notion-là de leadership avec la culture managériale réellement? Alors, moi, je pense que, enfin, de mon point de vue, hein, de mon expérience, moi, je différencie bien management et leadership. Moi, je vois dans mon entreprise, ben, le management, c'est une organisation, c'est un process, c'est un mode de fonctionnement, de mon point de vue. Hein, chacun, après, c'est un mode de fonctionnement. C'est le rapport des uns aux autres et comment le travail je vais dire les choses simplement, comment le travail est réparti sur les différents collaborateurs, à quel niveau de compétence on va confier telle chose et telle chose, et faire cela avec intelligence et optimisation, on arrive à de l'efficacité et de l'efficience. Pour moi, quelque part, c'est ça le management. Je peux vous dire que dans une entreprise comme chez nous, il y a plusieurs managers, puisque aujourd'hui, on ne passe plus de chef de service ou directeur de service, on demande aux gens d'être des managers. Mais on a souvent, comme disait Laura tout à l'heure très justement, on constate qu'on a souvent des gens qui sont des managers, qui ont des compétences, mais qui manquent de leadership. Et on voudrait bien les accompagner pour qu'ils aient plus un peu de leadership. Alors, comment ça se traduit pour moi, le leadership que je demanderais à ces gens-là? C'est qu'ils arrivent à se faire entendre. Très souvent, d'abord, je vois qu'ils manquent de transparence dans leur façon de travailler avec les gens. Je pense que la notion de transparence, et comme disait, bon, je vais reprendre Sarah tout à l'heure, il y a des mots qui sont très très forts, mais qui sont faciles à dire et très difficiles à instaurer. C'est la confiance. Comment faire que, moi j'ai une personne qui est manager par exemple des achats, je vais lui dire, bon écoutez, vous allez travailler ensemble, etc. Mais il faut que les gens lui fassent confiance. Pour que les gens lui fassent confiance, il faut qu'ils aient confiance dans sa façon de faire. Donc il faut qu'il y ait une transparence, que chacun sache ce qu'il a à faire et comment il va être apprécié et comment son travail, il faut qu'il s'épanouisse dans sa tâche. Et cette façon de faire, souvent, souvent chez nous au Maroc, cette confiance, on a l'impression que si on garde l'information, on est plus fort, etc. Et ça, c'est les cas en termes de leadership. Et très souvent, on confond leadership et pouvoir et force. Non. Je parle aussi bien des hommes que des femmes. Hein, on en reparlera tout à l'heure. Moi, pour moi, leadership, je peux vous en parler pendant 2 heures. Leadership féminin, on m'a posé la question pendant 30 ans, ou masculin. Je trouve qu'il y a des hommes qui ont un leadership féminin et des femmes qui ont un leadership masculin. Pour moi, c'est une attitude qui fait que les gens, c'est la résultante qui compte, c'est pas la définition. C'est l'effet que ça donne et qu'est-ce qu'on arrive à obtenir avec du leadership et non pas la définition du leadership qui compte. C'est ma manière de voir les choses. Donc, cette différenciation entre management, manager et leadership, la couche de leadership sur une bonne compétence managériale, waouh, ça donne des résultats. Super, mais tu fais bien de préciser, Boutaina, c'est pour ça qu'au départ, j'ai dit qu'on parlerait d'un leadership asexué, mais tu as bien fait de Ça, on peut en préciser. parler, franchement, c'est très intéressant. Moi, je voudrais rassurer beaucoup de gens. Moi, du fait que j'ai, excusez-moi, je ne vais pas monopoliser la parole, mais puisqu'on pose la question, du fait d'avoir eu plusieurs casquettes, et j'en ai encore plusieurs, j'ai une casquette politique, je vous en parlerai, une casquette associative, j'ai été présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise, je suis membre de CFA, le club des femmes administrateurs, et on m'a posé la question, les journalistes, ils me posent toujours la question, c'est quoi le leadership au féminin? J'en avais assez qu'on me pose la question parce que je me suis torturée les méninges tout le temps, j'ai jamais trouvé d'explication parce qu'en observant autour de moi, c'est vrai qu'on a des qualités féminines dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre émotionnel est différent, mais j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui avaient un émotionnel qui ressemblait à l'émotionnel des femmes, qui avaient une façon de faire qui ressemblait. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes qui se masculinisaient pour avoir du leadership. Donc, et ça marchait aussi bien l'un que l'autre. Donc, chacun trouve les moyens qu'il a en fonction de ce que son organisme et son esprit possèdent. Comme on utilise ce qu'on a de meilleur en soi, c'est tout. Merci, merci Boutaina pour ces précisions. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Boutaina, et c'est vrai que tu as repris plusieurs mots que j'avais en tête, comme la confiance, la transparence. Et en fait, le lien entre le leadership et la culture managériale, enfin, ce qui regroupe, c'est l'humain. C'est l'humain au centre de la problématique, c'est l'humain qui
qui est au centre de la conduite du changement au sein des transformations organisationnelles. Et donc, ces notions de transparence, de confiance, d'être vrai avec ces gens et de leur dire voilà ce qu'il en est. C'est ce qui leur donne du sens et c'est ce que disait aussi Sarah tout à l'heure, ça donne du sens et ça donne de l'engagement. Donc, en réalité, le leadership, j'ai envie de le résumer en un mot, c'est du pouvoir avec et pas du pouvoir sur. Le pouvoir avec pour donner du sens à ces gens, pour les orienter voilà, on n'est plus dans le temps où le leadership, c'était de taper avec le poing sur la table et faire avancer les choses en criant. Non, en associant les gens, en créant, en suscitant cette adhésion, c'est comme ça qu'on peut faire avancer et les organisations et les managers pour qu'ils se sentent eux-mêmes en confiance et qu'ils puissent déléguer, partager, etc. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce point. Moi, j'aimerais mettre sur la table un questionnement que j'ai, qui est celui de la possibilité de concilier dans des grosses entreprises leadership et puis culture organisationnelle ou managériale. J'ai un peu le sentiment que les grosses entreprises ont besoin d'une culture managériale, organisationnelle qui rassure, qui crée un cadre, qui fige un peu les choses pendant une durée déterminée. Alors que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on a un besoin de repenser en permanence finalement le sens et la manière d'aller vers le sens. Et le leadership, il a ce rôle de courir, peut-être pas de courir, mais en tout cas de ne pas perdre le rythme du sens. Et comment on arrive à concilier ce travail qu'on fait au niveau d'équipe, de projet, de recherche de sens et d'adaptation des modes de faire et à une organisation englobante qui est plus figée. Et pour moi, c'est un énorme sujet. Je trouve qu'il y a une question de rythme qui n'est pas le même. Et donc, je trouve qu'il est parfois difficile de se faire entendre ou de faire passer des messages ou de faire passer cette envie de changer dans des structures qui n'ont pas toujours intérêt à changer et qui ne peuvent pas de toute façon parce qu'elles sont grosses et que c'est compliqué. Donc voilà, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais c'est peut-être propre à des institutions ou à des grosses boîtes. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un vrai sujet qu'on a aujourd'hui. Je suis d'accord avec Sarah parce qu'effectivement, quand il y a des organisations, et puis c'est un peu l'écueil dans lequel sont tombés. Je pense que cet événement pandémique nous a fait repenser à tout et repenser au sens des choses et notamment au sens des organisations, puisque toutes les organisations qui étaient là, ben, elles ont été un peu disloquées. Les grandes entreprises dans les tours, les gens ont travaillé chez eux, la manière de travailler, de communiquer, tout a été changé malgré nous. On a été obligé de s'adapter. Et de ce que tu disais très justement, ces organisations englobantes, figées et qui ont des process qui ont été perfectionnés à l'extrême, ben d'un seul coup, tout ça est parti en fumée. Et là où le leadership a intervenu, je pense, c'est quand la personne a été capable d'agilité intellectuelle. Et l'agilité, je trouve que c'est un caractère très important du profil de la personne qui a du leadership. Ce n'est pas être assis sur ses compétences, son excellence, être sûr de soi et être sûr de ses process. Et c'est parfait, c'est bon, on a fait ses équipes, etc. On est sûr que tout le monde fonctionne bien. Beaucoup d'entreprises se sont retrouvées, quand ils se sont retrouvés en travail en ligne, ben, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'emplois inutiles, etc. Alors qu'ils étaient persuadés que leurs experts leur disaient que tout le monde était bon, tout le monde était parfait, tout le monde était indispensable. Et cette agilité, ça vous donne le courage, je dirais, c'est une histoire de courage aussi, de se remettre en question, de dire
ben, ma façon de faire, de réfléchir et mes process, ben, finalement, je peux tout remettre le compteur à zéro et reposer un système. Et ça demande du courage parce que c'est de la remise en question. Et tout ce qui demande du courage, ça demande de la confiance en soi. Donc, ça nous ramène à nouveau la notion de leadership. C'est une question de personne, c'est une question de confiance en soi, de remise en question et de se réinventer. Et la comparaison entre le leadership, qui est une notion humaine, et la notion organisationnelle des grandes organisations, je trouve que c'est très intéressant à rapprocher et à chaque fois refaire il y a des gens qui travaillent tellement longtemps dans des entreprises, des grands seniors qui s'identifient à ces entreprises. Ils oublient que ce sont des humains, qu'ils ont leurs propres valeurs intrinsèques. Et le leadership, ça leur appartient à eux, ça n'appartient pas à l'entreprise. Exactement, exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Boutaina. Et puis, je te remercie, Sarah, pour le questionnement parce que c'est réellement perspicace et c'est d'une justesse intéressante par rapport à notre sujet réalité et paradoxe. Euh, je pense que ça pose aussi, la confiance est important, tendre vers l'exemplarité, comme on a dit, c'est important, le courage, c'est important, mais c'est aussi l'humilité. Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans ce questionnement, c'est le fait de constater ce paradoxe entre une organisation qui se fige, de fait, parce que quand on est en train d'exploiter, et plus l'organisation est grande, matricielle, institution et autres, plus on va se retrouver finalement avec beaucoup de process et qui, des fois, vont aller prendre la priorité sur la finalité et sur l'agilité des entreprises, l'agilité des hommes, l'agilité des femmes, l'opportunité de faire des erreurs, l'opportunité de suggérer, et d'être créatif, d'innover. Et donc, les personnes ou les groupes de personnes qui vont faire preuve de leadership, finalement, parce que simplement peut-être en posant une question, en se disant peut-être qu'on devrait explorer cette idée, on le voit souvent, on va leur dire mais c'est complètement naïf ou c'est infantile. Et là, on coupe court à la créativité et vous le savez comment, ce sont des choses qu'on voit souvent en entreprise. Donc, c'est entre le paradoxe, c'est réellement ça, entre la réalité figée et puis en même temps, donc ce besoin qu'on ne peut plus ignorer parce que ce n'est plus dans 30 ans ou dans 50 ans, ça a été déjà hier, ça nous a rattrapés, pris en dépourvu, puis on a su, comme l'humain s'adapte par nature, on a su être agile. Pourquoi? Parce qu'on a eu peur, tous peur. Peur pour notre santé, peur pour la continuité de comment accéder aux ressources, etc. Et puis, in fine, le bon sens a pris le dessus et en période de crise, on a pu se débrouiller tous. Alors, il ne faudrait pas que cette crise nous fasse un effet élastique et qu'on revienne à des comportements encore d'organisation figée où le pouvoir managérial et les galants prennent le dessus sur le bon sens, prennent le dessus sur le fait d'être dans l'ouverture, parce que le leadership ne peut s'exercer que dans l'ouverture. Ce n'est pas du clos. Et quand je vois encore aujourd'hui sans nommer d'organisation ces entreprises où on se retrouve en COMEX à des heures perdues, en vase clos, tout fermé, avec des personnes qui sont supposées réfléchir pour toute l'organisation et puis repasser finalement les versions entre eux pour à la fin les donner pour l'exécution sur peut-être 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Ça n'a pas de sens parce que là, on n'est pas dans l'agilité, comme tu disais, Boutaina, on n'est pas dans le leadership, on n'est pas dans l'innovation et certainement le message qu'on donne aux autres, c'est rester passif. Ne faites rien de plus que ce qu'il y a dans les cases. N'allez pas dans le changement, ne challengez pas le statu quo et l'émotion qui est dysfonctionnelle, parce que dans tout ça, bien évidemment, on parle d'intelligence émotionnelle et pas seulement de l'intelligence finalement technique, on ne parle pas que de QI, mais d'intelligence émotionnelle. Et l'émotion qui est dysfonctionnelle dans tout ça, c'est bien souvent la peur. Et bien souvent, on va trouver ce dysfonctionnement malheureusement au niveau du management. Et donc, le management à tous les niveaux, ça commence par des team leaders, des encadrements de premier niveau, et on va retrouver ça dans tous les layers de management, où finalement, on a peur des autres, peur de perdre le pouvoir, peur du changement, parce que le changement fait peur, et c'est normal. Plus on a le sentiment qu'on a pu avoir un peu de richesse, un peu de pouvoir, la peur, c'est de le perdre. Donc, dès qu'on veut le remettre en question ou intégrer d'autres idées
ou mettre en mouvement les autres et leur donner une place pour s'exprimer. Donc, c'est vraiment c'est ce qui est un biais hein, pour le leadership et l'émergence d'un vrai leadership collectif, de mon point de vue. Alors la question que j'ai posée initialement est large et Sarah l'a très bien complétée, mais effectivement, c'est à ce niveau-là aussi que la transformation doit se faire. Vous avez cité tous les mots, confiance, pouvoir, courage aussi. Enfin, je ne citerai pas toutes vos interventions, mais je vois qu'il y a des mots comme l'agilité, comme la résilience, qu'on a beaucoup, c'est vrai, cette année, au vu de tout ce qui s'est passé, on l'a beaucoup entendu. Et dans le leadership également, ben on a une panoplie de leadership. Il n'y a pas un seul leadership unique et heureusement. Et on voit toutes ces leaderships authentiques, le leadership bienveillant, le positif, le leadership collaboratif. Il y a aussi le leadership féminin, Boutaïna, ne t'en déplaise. Mais effectivement, voilà, on a toute cette palette-là et j'ai envie de vous poser simplement la question quel est celui qui vous parle ou quel est celui qui vous colle à la peau un petit peu, puisqu'on a dit qu'on allait apprendre à vous connaître. Hind, peut-être? Oui, alors moi j'ai envie de vous raconter une histoire parce que quand j'ai commencé ma carrière, ça fait un peu plus de 20 ans là, ben, je suis tombée sur une dame qui était, c'était ma première boss et en fait, avec qui je suis toujours en contact. Et c'était vraiment super de travailler avec elle. Et j'ai eu l'occasion de retravailler avec elle après quelques années. Et c'est une personne typiquement, c'est l'exemple du leader pour moi, hein, parce que ça se passait dans la bonne humeur. Je me sentais enfin, intégrée, on va dire, associée. Euh, euh, voilà. Et donc, je ne sais pas si j'avais ça en moi ou j'ai repris ça naturellement. Ben, aujourd'hui, je pense que mes équipes pourront en témoigner davantage, mais je suis vraiment, je le crois et je le vis. Ce qui est vivant en moi, c'est le leadership collaboratif. Euh, voilà, on se prend pas la tête, hein. En gros, on fait avancer des sujets et on avance ensemble. Et on met, franchement, et je pense qu'il y a quelque chose qui est important, et j'en parlais hier avec un CEO aux Philippines. Il a dit une phrase que j'ai beaucoup appréciée. Je ne demande jamais à mes collaborateurs quelque chose que je ne suis pas capable de faire moi-même. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est exactement ça, c'est la capacité d'aller au terrain, de faire les choses, voilà, de participer et de contribuer. Et voilà, c'est pour ça, c'est ça pour moi le leadership. Tout à l'heure, Laura a parlé d'intelligence émotionnelle. C'est énormément ça aussi, c'est de pouvoir euh, voilà, sortir un petit peu de tout ce qui est cadre et de tout ce qui est rationnel parfois. Alors, on en a besoin pour faire avancer nos sujets et on a besoin aussi beaucoup d'intelligence émotionnelle pour exercer notre rôle en tant que leader. Voilà. Super, merci beaucoup, Hind. Laura, tu es en... Au micro, Laura. Pardon, donc je disais qu'est-ce que je peux dire de plus, si ce n'est qu'effectivement on est suivi dans une action par une adhésion volontaire. Et donc pour moi, le style de leadership, ben, il n'y en a pas. Enfin, je suis en respect de tous les styles de leadership dès lors qu'il y a une intention positive pour soi et pour les autres. C'est réellement ça, et que ce soit voilà, respectueux, que ce soit une bonne intention pour développer les autres, pour venir en aide, et que ça dépasse cet égoïsme hein, et cet ego. Donc, et dans ce sens, ça rejoindrait aussi la partie collectif et collaboratif. Mais personnellement, ce qui réellement sonne pour moi, c'est l'authentique. Hein. J'ai l'authenticité. Tout ce qui est authentique est intéressant.
Et donc, même si c'est loin de ma sphère, loin de ma carte du monde, loin de mon filtre culturel, de mes croyances, même peut-être des fois de mes valeurs, dès que c'est authentique et que ça porte une intention positive pour soi et pour les autres, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je vais aller vers. Et là, franchement, j'ai beaucoup appris dans cette marche vers la diversité, vers l'inclusion, en euh, fermant en fait la porte à ces voix parasites intérieures qui vous disent que oui, non, mais ça ne ressemble pas, ah, c'est bizarre, etc. C'est dire oui, mais qu'est-ce que je peux apprendre? Mais finalement, cette personne, comment elle a fait et pourquoi elle fait ça et à quoi ça sert et en quoi peut-être je pourrais apprendre quelque chose. Parce qu'encore une fois, même dans cette notion de leadership, un des biais, c'est de se prendre au piège soi-même et d'être amoureux, de tomber amoureux de ses valeurs, de son style de leadership et du coup se fermer aux autres. Et ça, c'est vraiment un piège parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont plus cette faculté innée, mais qui se développent. Tu l'as dit aussi, Boutaïna, avec l'expérience, avec le travail, avec la rigueur, avec l'effort, avec le courage. Mais ça se développe tout le temps parce que quand on n'apprend plus, on régresse. Et puis on se piège et on va auto-valider finalement des choses qui ne sont plus vraies ou qui ne sont peut-être pas adaptées à un contexte donné. Donc c'est un peu ça. Je vais rebondir sur le piège. Moi, j'aime bien les petits trucs, voilà. Et à ce qu'a dit Hind. Moi, quand on parle de leadership, à un moment, je pensais à la bienveillance. Au début, quand on sait tout et on est surtout dans une PME, dans une entreprise, bon, comme vous le savez au Maroc, les compétences en général, elles complètent leur formation, surtout quand on a un métier assez spécifique, elles complètent leur formation et leur expertise chez vous, avec vous, à vos côtés. Donc là déjà, si vous n'avez pas le pouvoir de transmettre, c'est pas un pouvoir, si vous n'avez pas la faculté, l'intelligence, le leadership pour transmettre le savoir, déjà vos équipes ne grossissent pas. Ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent, et vous êtes toujours le meilleur, vous êtes toujours l'expert, mais vous êtes tout seul. Et puis moi, dans mon expérience, j'y suis arrivée à une phase, à un moment où je voulais grandir. Et là, je peux vous dire que j'ai eu une petite souffrance parce qu'il fallait que j'embauche des gens qui avaient des compétences que je n'avais pas. Et alors là, c'est la vraie question. Comment avoir du leadership sur des ingénieurs dans des compétences que moi, je suis à 1 kilomètre de connaître? Et je peux vous dire que j'ai tout essayé et finalement, ça marche. Parce que je suis très honnête avec eux. Je leur dis, écoutez, je suis analphabète dans le SI. Alors que je comprends, je me documente le soir, je vous assure, je me documente, je demande à d'autres personnes, je fais comme si je ne comprenais pas, je leur dis expliquez-moi simplement. Et ça leur fait tellement plaisir de me démontrer que ça marche. Et je leur dis, ah oui, j'ai l'air émerveillée, je leur dis c'est vrai, c'est super, et on peut gagner ça, et il y a un peu d'humour. Et c'est devenu une habitude, et maintenant j'ai enlevé le complexe d'embaucher des gens très compétents. Et je vais vous dire, le dernier que j'ai embauché, c'est mon fils. Et mon fils est DG chez nous. Ben, c'est une grande école avec un ancien de EY, consultant. Il est venu chez moi. Moi, je suis patron d'entreprise, mais j'ai appris sur le tas. Moi, j'ai un docteur de pharmacie. Hein. J'ai fait ni une grande école, ni rien. D'ailleurs, j'ai fait le complexe pendant des années que je n'avais pas fait HEC comme tout le monde, ni Boston, ni rien. Bref, mais bon, j'ai le diplôme Locamed maintenant. Et diplôme Maroc, j'ai dit. Et j'avais du mal au début. Alors, il était étonné que je ne sache pas, parce que pour lui, j'étais le patron, celui qui a tout créé, qui sait tout, qui connaît tout le monde. Il était presque déçu que je ne sache pas. Il a fallu que je travaille avec lui doucement, doucement. Alors, et ça, pour moi, c'est une forme de leadership. Ce n'est pas du paternalisme. Il ne faut pas tomber dans le… Bon, je suis une femme et je parle de paternalisme, parce que quand j'avais une petite entreprise, tout le monde se référait à moi. Quand j'ai grandi, j'ai eu une grande difficulté et mes conseillers RH m'ont dit, écoutez, la première des choses à faire, il faut qu'on oublie que vous êtes le papa ici. On ne m'a pas dit à maman. On oublie que vous êtes le papa. Et ça, je vous assure, c'est encore un grand exercice à faire. Mais tout ça fait partie du leadership. Avoir du leadership, c'est savoir donner, que les gens continuent à faire ce que vous leur demandez de faire sans que vous soyez leur mère nourricière. Je ne sais pas comment, je n'ai pas les bons mots pour m'exprimer, mais vous le comprenez bien. C'est-à-dire qu'il faut différencier leadership et grand patron, paternaliste et l'expert qui sait tout. La personne qui sait tout, ce n'est pas possible. Et si on reste comme ça, on reste dans une dimension humaine d'une entreprise de 10 à 50 personnes. Dès qu'on est à 200 personnes, 150 personnes, il faut avoir des compétences plus larges, plus importantes, des gens qui parlent d'autres langues, et on trouve les moyens de continuer à
à les faire avancer dans le sens de l'objectif, comme j'ai dit au début. Faut que tout le monde converge vers le même objectif et qu'il soit heureux d'y arriver parce que quelque part, lui aussi va s'épanouir en y arrivant. Je vois Sarah acquiescer à tout ce qui a été partagé depuis tout à l'heure. Alors, j'arrive à toi, Sarah. Alors, tu es en mute. Oui, sur toutes ces interventions, je me retrouve et cette question des savoirs et des diplômes, c'est vrai que c'est un sujet tellement important aujourd'hui parce que ben, être diplômé, c'est très bien, mais avoir les compétences dont on a besoin en entreprise tous les jours, c'est pas la même chose. Et même si il y a quand même heureusement un certain nombre de compétences qu'on apprend. Mais oui, c'est ça et le leadership probablement, en fait partie, même s'il y a des cours, mais je pense ça vous savez mieux que moi si les cours marchent ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que pour revenir aux formations en leadership et j'étais longtemps marquée, moi, on m'avait appris, qu'il fallait, ne pas, montrer ses doutes, qu'il fallait enfin, il y avait on a appris quand même des choses très fausses parce que précisément, je crois que cette notion de leadership, elle a émergé peut-être lentement et qu'on était sur du management et pas sur du leadership pendant longtemps probablement. Et moi, je rejoins vraiment Laura sur l'importance de l'authenticité. Je pense qu'il faut dire, il faut faire passer ses doutes, il faut faire passer ses peurs, il faut faire passer, il faut montrer comment tout est compliqué et comment finalement on est un être humain exactement comme celui qui est face à nous, face à soi. Mais je me pose aussi, enfin, là aussi on est au cœur de difficultés parce que on est authentique. Après, on se pose, il y a deux questions. Il y a finalement, c'est quoi mon authenticité? Et donc là, il faut vraiment creuser pour aller chercher ce que c'est que ça, la flamme qui donne envie de continuer. Et moi, j'ai l'impression que c'est peut-être le plus important quand on n'a plus cette flamme, quand on n'a plus le désir d'avancer, l'élan. On ne peut pas être un bon leader, il faut renoncer, il faut faire autre chose. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment lié à une envie, un élan d'aller vers quelque chose, de donner du sens, etc. Et puis, il y a une difficulté qui est, OK, j'assume, je suis authentique, mais du coup, j'assume et j'autorise tout le monde à être authentique. Et donc, évidemment, je suis, moi, dans l'autorisation. Et c'est vraiment ma mission que d'autoriser chacun à être soi. Et ça, c'est quand même compliqué quand on est dans une équipe avec, évidemment, des personnalités qui sont très différentes et donc on a tous un chemin à faire finalement, accompagner, chacun à être soi, mais à être soi pour être avec les autres. Enfin voilà et donc c'est quand même quelque chose de difficile, mais je pense que c'est clé, cette authenticité, pour donner la confiance, les autorisations et pour aller vers cette intelligence collective dont on a besoin. Merci beaucoup, Sarah. Alors, je vais du coup reprendre ce terme que tu viens d'utiliser, c'est la flamme. En réalité, même si effectivement le leader fait rêver peut-être les autres, mais il crée cette flamme. En tout cas, il y a cette notion-là de stimuler ou d'inspirer les autres. Et j'ai envie de vous demander simplement, est-ce que vous pourriez partager avec nous un moment, une situation particulière où vous avez peut-être vous-même été cette flamme-là pour quelqu'un ou pour vos collaborateurs ou pour d'autres personnes ou au contraire, vous avez une autre situation de personnes qui vous ont inspiré ou qui ont réveillé en vous cette petite flamme-là. Je vois que Laura cherche la flamme en haut. Alors, moi, j'aime bien cette question et j'ai envie de démarrer cette réponse parce que
et c'est pas dans le domaine, c'est pas dans le domaine de l'entreprise que je l'ai véritablement vécu, mais c'est dans un domaine qui m'a permis aussi d'avancer dans mon rôle de leader ou de me sentir, on va dire, plus, on va dire, je ne trouve pas le mot, mais plus en adéquation avec moi-même ou plus centré avec moi-même. C'est dans le monde du sport que j'ai ressenti ça. Je vous en avais parlé déjà en comité restreint. Donc, j'ai fait un marathon pour la première fois il y a 2 ans. Et en réalité, j'ai jamais été sportive. Hein, donc, vraiment faire un marathon pour moi, c'était l'Everest pour tout le monde. Donc c'est un challenge magnifique que j'ai relevé avec d'autres amis. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en en parlant et qu'en partageant cette expérience, ben, ça fait un effet waouh, ça fait des yeux qui brillent, ça donne envie de, de, de se surpasser finalement. Hein. C'est ça, faire un marathon, c'est de dépasser, c'est le dépassement de soi. Et le leadership, finalement, c'est un petit peu ça, hein, c'est le dépassement de soi euh, pour, euh, pour soi-même, pour les autres, avec l'aide des autres, parce que ça ne peut pas se faire aussi tout seul. Donc voilà, c'est l'exemple que je voulais donner. Super. Je pense que le leadership a beaucoup à apprendre du sport aussi et tu as Oui, bien fait de faire énormément. ce parallèle-là. En tout cas, tu m'as donné envie d'avoir cette flamme-là. Super. Boutaina, peut-être? Je te vois sourire. Alors, moi, il y a un entrepreneur avec lequel je travaille. Alors, moi, très jeune, j'étais administrateur dans une banque. Et parmi les premiers projets que j'ai vus, c'était un projet jeune promoteur qu'on a donné à un entrepreneur. Et cet entrepreneur, après, dans le cadre d'une autre formation, hein, parce que comme moi, j'étais docteur en pharmacie, je suis allée dans l'entreprise, ben, j'ai fait des formations tout le temps pour comprendre ben, comment fonctionne une entreprise. On s'est retrouvés tous les deux dans une formation qui était très intéressante et on est devenus amis. J'ai fait le lien, et puis je l'ai suivi. Aujourd'hui, il a une des plus grandes entreprises au Maroc. Et pour moi, à chaque fois que j'ai été le voir et qu'il m'emmenait vérifier quelque chose, on descendait les escaliers et lui, il descend toujours les escaliers 3 par 3. Je le connais depuis 25 ans. Et dernièrement, on avait une réunion et il a voulu me montrer l'atelier bois. Et je l'ai suivi, on a descendu les escaliers, il continue à sauter les escaliers 3 par 3. C'est dans sa tête. Et ce monsieur, pour moi, il est toujours comme ça. Et puis, il parle pas beaucoup. Il a 3000 employés. Il a des projets extraordinaires. Et quand il parle des choses, c'est d'une simplicité extraordinaire. Et le fait qu'il simplifie beaucoup les choses, il a toujours des solutions. Et pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple parce qu'il a le don de rendre les choses possibles. C'est certainement quelqu'un qui travaille beaucoup, qui connaît beaucoup ses dossiers, etc. C'est drôle parce que lui, quand on lui dit vous êtes président, il préfère retourner en bas dans l'entreprise, il aime le micromanagement, il aime les micro-choses, mais c'est incroyable comment il ne perd pas de vue le macro. Donc, cette possibilité de faire l'ascenseur 17 étages et descendre des escaliers 3 par 3, pour moi, il m'a marqué à vie. Et c'est encore un ami et j'ai du plaisir à discuter avec lui parce que même quand j'ai de grosses… D'abord, le leadership, je ne sais pas si on peut en parler, en faire la relation, c'est aussi avoir l'humilité de toujours poser la question à d'autres gens qui sont dans les mêmes situations. Et moi, ça m'a beaucoup sauvé la vie. On est un petit marché au Maroc. L'entrepreneur qui réussit est souvent mal perçu. Hein. La réussite au Maroc n'est pas perçue comme aux États-Unis, en Europe, comme quelque chose qui est… On ne vous applaudit pas toujours, hein. Mais on s'en fout. Il ne faut pas faire attention. Mais il faut s'entourer et prendre les conseils de gens qui sont très positifs. Et cette personne, pour moi, a été très inspirante et l'est toujours. Parce que quand j'ai une grande difficulté, que je lui expose le problème, il me répond en 2 phrases, il a toujours une solution. Et c'est toujours du pragmatisme. Et cette image qu'il descend les escaliers 3 par 3, ça me fait… J'adore.
Alors tu vois, tu parles de descendre les escaliers 3 par 3 et en réalité c'est monter quelque part. Donc le paradoxe est aussi là. Peut-être Sarah? Alors moi, je voudrais évoquer une expérience que j'ai eue quand j'étais en charge de projets urbains à l'AFD. Et c'est vraiment un moment important parce que j'ai l'impression que j'ai compris vraiment là ce que c'était que le leadership. J'ai travaillé dans la ville de Medellín à un moment où il y avait un projet de transformation de Medellín. Donc, pour mémoire, c'était la ville la plus dangereuse au monde en 2002, 2003. On ne pouvait pas se promener dans la rue. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très compliqué et la politique était assez discréditée. Et il y a eu un homme politique qui s'appelle Sergio Fajardo qui, qui a pris la tête d'un mouvement et qui s'est donné comme objectif de transformer la ville. Et en fait, c'est une personne qui est tellement charismatique, tellement à l'écoute, tellement dans. Il a beaucoup de qualités du leadership. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a marché. il a, il a embarqué une équipe qui était mais toute dédiée au projet. Il a embarqué les habitants. Et en fait, en 10 ans, Medellín s'est totalement transformé. Donc bon, aujourd'hui, ils vivent un moment difficile, mais c'est vrai que pour moi, c'est une expérience un peu incroyable parce qu'on voit que le leadership en action, ça peut faire des miracles. Donc voilà. Merci Sarah. Laura? Alors, ce qui me vient à l'idée, c'est finalement quand je vois ce chemin que je faisais avec mes collègues européens, américains et autres, quand j'étais basée donc notamment en Europe, et on venait finalement dans les pays émergents, dans l'Afrique, pour standardiser les pratiques, harmoniser, remettre les règles, etc., etc. Et là où j'ai appris vraiment les plus grandes leçons de leadership, c'est en Afrique, et c'est notamment en Afrique de l'Est. Je l'ai appris par l'exemple. Au fait, hein, j'ai vécu avec des personnes. Nous, on venait avec de l'expertise, du savoir, beaucoup de choses, de certitude, de confiance. Et j'ai vu en temps réel, au fait, des collaboratrices. Donc, notamment, je pense à l'expérience au Kenya, mais c'est arrivé aussi au Nigeria à plusieurs reprises, qui, bah, du jour au lendemain, la collègue qui est contrôleur de gestion, qui fait partie de l'équipe, à qui on vient d'apprendre de s'assurer qu'elle fait les choses proprement, etc. Et je l'ai vu, au fait, du jour au lendemain, perdre finalement une grande partie de sa famille, sa sœur, son mari, et se retrouver en charge avec les enfants en fait de sa sœur décédée et de son mari. Elle a du jour au lendemain une famille élargie. Elle vit son deuil, elle accueille des enfants, elle est dans une générosité extrême, et puis elle vient au travail avec le sourire et avec cet alignement d'accepter ce qu'elle ne peut changer, et d'avoir le courage d'intervenir sur ce qu'elle pouvait, dont notamment bah, ouvrir au fait la porte, accueillir cette famille agrandie alors que ce n'est pas simple. Et donc c'était quelque chose que je voyais finalement souvent, cette résilience, cette capacité à se relever, et ça m'a beaucoup appris, ça m'a servi aussi dans ma propre vie à faire face à l'adversité, et ça m'a réellement aidé. Donc c'est pour ça que je dis que le leadership, il est à tous les niveaux, et bien souvent, quand on vient avec cette prétention de transmettre, de donner, de passer par la brique savoir, on est étonné par le pouvoir du cœur. Et donc le leadership, c'est du cœur, et on a beaucoup à apprendre au fait aussi de cette partie-là. Alors, merci pour tous ces beaux partages et finalement qui a été un tour d'anecdotes très enrichissante. Pour continuer sur ce même terrain,
Et pour tout vous dire, en préparant, en discutant avec les différentes personnes, avec vous-même, on a eu cette notion-là qui est ressortie des écueils, du fait que le leadership n'est pas, c'est quelque chose qui se construit aussi de claques. Alors j'aimais bien ce terme-là de claques, mais je pense que le terme est fort, mais est juste aussi. Et est-ce que, alors l'une d'entre vous, ou certaines d'entre vous, voudraient partager avec nous cette fameuse claque qui a pu être un déclic ou pu ouvrir les yeux sur l'importance du leadership? Et est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour cette fameuse claque? Hind, je te vois lancer sur, sur le Je bouton. voulais attendre et laisser quelqu'un prendre la parole en premier. Et puis, en même temps, vraiment, cette claque, c'est super d'en parler. Vraiment, je vous remercie pour cette question parce que c'est comme ça qu'on grandit. Hein, et comme tu dis, on en rêve du leadership, mais il faut le vivre aussi et voir un petit peu comment ça se passe. Moi, je l'ai reçue, cette claque. Elle était très belle et elle m'a fait vraiment grandir. Je l'ai reçue il y a quelques années en arrivant à un poste et en ayant une posture de sachante, entre guillemets. Hein, et en ne prenant pas justement assez en considération la culture organisationnelle où je suis arrivée, la culture managériale, et en voulant imposer un système, un modèle, en voulant faire bouger les choses, enfin, en voulant imposer, voilà. Et c'est là où j'ai reçu cette belle claque dont je me souviens et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et, et qui m'a vraiment, encore une fois, comme j'ai dit, aidé à grandir. Donc, encore une fois, le leadership, ça ne s'exerce pas qu'avec soi-même. Je veux dire, on apprend énormément des autres. Il faut être à l'écoute. On a parlé de toute cette notion d'intelligence émotionnelle, d'écoute, de bienveillance aussi, de respect. Donc voilà. Donc, merci encore une fois pour cette question parce qu'elle est importante et elle nous fait tous grandir, à mon avis. Effectivement, merci Hind. Je vois que Boutaina a envie aussi de partager cette fameuse claque. Bon, dans l'entreprise, je pense que de temps en temps, ça arrive, hein, on s'oublie ou bien on délègue trop. Et déléguer, c'est bien, faire confiance, c'est bien, tout ça, mais ça se travaille, ça se construit, ça s'organise, et il faut des process. Et il faut que les gens sachent qu'ils sont évalués sur leurs efforts. Quand on délègue trop et qu'on oublie d'évaluer, ben, ils commencent au début par être déçus, frustrés, puis après par ne plus faire ce qu'on attend d'eux. C'est de notre faute. Moi, à chaque fois que je n'ai pas poursuivi le process d'attention aux autres, c'est pas du contrôle, l'attention aux autres, je me suis rendu compte que j'ai perdu des gens importants, mais c'est pas de leur faute, c'est de ma faute. Parce que quand on n'est pas capable les gens travaillent avec nous dans une équipe, ils attendent que quelqu'un leur dise quelque part que c'est bien, il faut évaluer leurs objectifs, il faut mesurer leurs objectifs, et puis il faut qu'ils puissent. Si les gens n'arrivent pas à un objectif à atteindre, ils ne s'épanouissent pas. Le salaire passe en second, etc. Et des fois, j'étais sûre de certaines personnes, et quand elles sont parties comme ça, en claquant la porte, je me suis retrouvée face à moi-même. Et au début, j'étais en colère parce que je leur en voulais, mais quand on fait une analyse à froid, je m'en suis beaucoup voulu parce que je n'avais pas mis en place ce qu'il faut pour déléguer. Parce que c'est bien, on a l'impression que tout le monde nous écoute, etc. Mais il y a un travail de base à faire et d'organisation. Ça, c'est dans l'entreprise. Mais les plus belles claques, c'est en politique. Hein. Et c'est pas parce que Nous n'irons pas. non, mais c'est en politique parce que bon, moi j'ai un nœud sur le cœur parce que j'en parle souvent. J'ai dit bon, moi j'ai quitté mon poste en politique, mais je me sens très très jalouse de la politique de mon pays et je me sens très concernée. Parce que je me dis que de toute façon, j'ai compris une chose à mon passage au Parlement, c'est qu'on peut crier et s'offusquer dans les salons, les discussions de salon, dans les webinars, ce qu'on veut, mais si on n'est pas dans des postes de décision où on ne change pas des lois, on ne fait pas des propositions de loi, le meilleur endroit pour changer les choses, c'est le Parlement. C'est faire des propositions de loi, c'est le monde associatif.
moi, je suis très pragmatique et très efficace. Manifester tout ça, si on n'arrive pas à la fin à faire des propositions qu'on amène en haut, et notre nouvelle constitution nous le permet, pour les transformer en propositions de loi et les faire voter, on ne changera jamais rien. Et c'est la force des mouvements qui fait que les idées se concrétisent, vont être mises sur un papier et qu'elles arrivent. Et c'est ça la politique. C'est tout simplement ça la politique, c'est avoir des idées et vouloir les faire implémenter et vouloir les faire appliquer. Après dire que chez nous c'est pas bien, c'est pas confortable, on se plaint de tout, pour moi c'est vraiment de l'offuscation de salon. Bon, j'en veux aux gens qui votent pas, j'en veux aux gens qui ne s'impliquent pas, etc. Et moi j'ai fait le pas, j'y suis allée, mais c'était très 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 dur parce que quand on arrive, c'est un monde où il faut faire sa place. Et on m'a fait une fois un coup, il y avait un grand meeting, il y avait 300, 400 personnes, beaucoup de femmes, c'était moi média. Et moi, j'ai demandé au président de prendre la parole. Donc, ils ont passé toutes les personnes qu'il y avait avant. Et quand j'ai voulu prendre la parole, ils m'ont donné un document écrit en arabe où il y avait 2 pages de remerciements de tous les gens qui étaient avec moi. Si je l'avais lu, j'aurais été la plus grande idiote du monde. Et les gens ne m'auraient pas écouté. Alors, j'ai pris le papier. De toute façon, c'était écrit en arabe. Il m'aurait fallu 2 heures pour le lire. Pour remercier le président, le vice-président, le président de la commune et tout ça. J'aurais été le premier ministre, le deuxième ministre. Il fallait remercier tout le monde. Ça m'aurait pris un temps fou et mon tour était fini. Et je sentais qu'on m'avait fait le coup parce que je tenais absolument à monter sur l'estrade et parler. Et on m'a dit, tu veux parler? Tiens. Et j'ai compris, quand j'ai vu le papier, j'ai compris tout de suite que c'était la peau de banane. Donc j'ai enlevé le papier et j'ai parlé en darija, j'ai interpellé les femmes, je leur ai dit, est-ce que vous voulez que le monde change? Ils m'ont dit oui. J'ai posé des questions simples, on pouvait me dire que oui, etc. Et il y a eu un grand événement, etc. Et un monsieur, il est venu, il a dit, bon, ça suffit, vous avez fini. Les gens, ils ont dit, non, non, il faut qu'elle continue. Et là, j'ai senti que j'avais pris une revanche parce qu'ils ne voulaient pas me donner la parole. Et quand on m'a donné la parole, on a voulu me saboter. Et la deuxième fois, c'était, j'avais du mal dans les commissions et un jour, il y a eu un projet sur le médias et société. C'était un projet où il y avait beaucoup de travail d'analyse, beaucoup de travail de lecture, de formation. Il fallait faire des séminaires et il fallait rédiger le projet de loi sur la réforme des médias, et les libertés d'expression, etc. C'était 6 mois de travail. Le président du groupe ne m'appréciait pas trop parce qu'il me trouvait un peu dérangeante. Et il m'a mis là-dedans, il m'a dit, là, tu vas aimer, il y a beaucoup de travail. Ben, j'y suis allée, j'ai bossé comme une dingue. Et à la fin, je suis partie et j'ai quand même rédigé des belles choses. Et à la fin, 80% du livre blanc, ben, c'était ma rédaction. Et même si on m'avait fermé toutes les portes, j'ai trouvé un interstice et je m'en suis sortie parce que je me suis acharnée, j'ai bossé. Et je peux vous dire que je me suis vantée de ces pages que j'avais écrites. Je me suis régalée parce que c'était mon seul tribune d'expression. Tout le reste, on me l'avait fermé. Mais ça, je me dis, c'est qu'il faut quelquefois avoir des œillères et être sourd à ce qu'on dit et avancer parce qu'il ne faut pas se laisser influencer, intimider, manipuler. Et je pense que le leadership, c'est aussi ça, c'est avoir un objectif et s'y accrocher à fond et ne pas laisser, n'entendre que les bonnes choses. Tout ce qui est toxique, il faut l'enlever. Et il faut foncer, foncer, foncer et travailler pour y arriver. Et ça, la politique, si j'y retourne, je ferai encore la même chose. C'est vrai que le leadership, c'est avant tout être dans l'action, comme tu dis, et il y a des claques que tu as pu éviter, et il y a des claques qui sont constructives. Sarah, peut-être, si tu veux partager avec nous. Moi, je trouve que des claques, on en prend tout le temps, tous les jours, en fait. Je pense qu'en misant sur la confiance et sur le fait qu'on est authentique et que l'intention est là, bah, ça suffit pas parce qu'on est face à des humains et qu'on n'a pas toujours la perspicacité de bien comprendre l'humain qui est face à soi et le prisme à travers lequel il regarde le monde. Et en fait, l'idéal serait d'avoir une méta-analyse des prismes qui regardent le monde. Comme ça, on comprendrait vraiment bien d'où on parle et ce qu'on veut dire. Et ça, c'est pas facile, on le fait pas, on peut pas, on sait pas, on essaie, mais on sait pas. Et du coup, cette difficulté souvent à s'entendre, à se comprendre, même si
toute l'intention du monde est là, et même si il y a une vraie volonté d'embarquer, de faire confiance, etc., ça passe pas toujours. Il y a des choses difficiles à dire, il y a des choses difficiles à entendre, enfin bon, bref. Et du coup, c'est toujours des moments difficiles parce qu'on a qu'une envie, c'est d'embarquer une équipe et que ça se passe bien et que les gens soient heureux. Et quand on voit que bah, c'est pas ce qui atteint, qu'on génère, de l'inquiétude ou, bah, c'est difficile. Donc c'est des incitations à progresser, à mieux lire, à mieux écouter, à mieux mais c'est voilà, je pense que c'est un travail quotidien que d'améliorer sa lecture du monde et des humains qui sont face à soi. Et sa propre lecture, parce qu'il y a une question là-dessus aussi, mais effectivement, se connaître soi-même, c'est la base. Alors, justement, je pense que tu fais une belle transition. On l'a dit au départ, hein, le leadership, c'est pas une position, c'est pas un rôle en entreprise. Le leader incarne en fait cette posture, il est dans l'action, comme vous l'avez très bien cité dans vos exemples. Mais il va aussi embarquer vers un voyage un peu plus compliqué, plus complexe du leadership, c'est celui de finalement se diriger soi-même. Qu'est-ce qui, si je vous pose la question, qu'est-ce qui peut faire, qui peut être un frein au développement de ce leadership? Qu'est-ce qui peut faire barrière à son propre développement, en tout cas en tant que leader? Alors, je vais me lancer. Je dirais que c'est une méconnaissance de soi. Et c'est aussi peut-être de généraliser ce qui a été vrai dans un contexte ou dans une étape de vie, vouloir le généraliser comme si la vie c'était quelque chose de linéaire et et un long fleuve tranquille, et que si on prépare tout, on est vraiment sûr à 90% de ce qui va arriver et on évite d'être malheureux et on évite la difficulté. On sait bien que ce n'est pas le cas et que c'est encore moins le cas aujourd'hui et ce sera encore moins le cas demain. Là, on le sait, la vie, ce sont des chapitres comme les chapitres d'un livre et donc et chaque chapitre a son utilité, a son sens pour nous et pour les autres. Et entre les chapitres, il y a des transitions. Et bien, les transitions, il faut aussi les vivre. Et donc, dans ces transitions, on peut trouver des écueils, la fameuse claque. Maintenant, c'est à la mode le terme que tu as lancé, Boutaina en préparation. La claque en fait partie. Qu'est-ce que ça nous apprend? Je rappelle que en fait, c'est la difficulté, c'est là où on apprend tout, c'est là où on déploie la meilleure version de soi pour générer finalement la motivation et de se mettre en action, de dépasser une difficulté, de dépasser une injustice. Je veux dire, si on n'a pas eu l'apartheid, on n'aurait pas eu Mandela. Qui a marqué au-delà des temps et toute l'histoire. Et c'est vraiment c'est important de se connaître, de se remettre en question, de s'adapter. Je dirais aussi peut-être que ce qui est un retour d'expérience, peut-être que vous partagez, c'est d'y aller d'une manière un peu moins candide, hein, pour le coup. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas authentique, mais j'ai appris dans la vie qu'il y a des écueils à éviter et que c'est mieux, on peut tout, pour autant être dans le leadership, pour autant l'encourager et être authentique avec les autres. Néanmoins, il y a des écueils, c'est mieux de ne pas y aller franco, c'est mieux de bien analyser son environnement, c'est bien de ne pas s'enfermer juste dans la petite case avec le chef du moment ou ceux qui exercent le pouvoir direct de l'autorité du moment, mais c'est d'aller vers un cercle d'excellence. Et bien souvent, ce cercle est là, mais on ne le voit pas et on reste centré sur la difficulté du contact finalement de proximité qui est soit aidant, soit bloquant. Donc c'est important de se faire connaître des autres, pas pour manipuler ou bien pour avoir de l'ego, mais c'est plus, en tant qu'être humain, ça nous fait du bien d'aller vers ce centre d'excellence, ça nous donne de l'énergie, et du coup, on est suivi ou on va suivre d'autres dans ce leadership d'influence positive. Et c'est vraiment ce que la vie et l'expérience m'ont enseigné. Bon, je tombe toujours dans le piège, hein.
Mais c'est important aussi de réserver du temps de qualité pour ça. Encore un paradoxe, le digital fait qu'on est souvent derrière les écrans et pourtant on devrait dégager du temps de qualité pour la relation humaine. Et c'est aussi important que tout le reste. Donc le digital doit être à notre service et pas l'inverse. Aujourd'hui, quand je regarde, je vois toutes les nouvelles politiques RH de dire ben, vous êtes chez vous, on vous fait confiance, mais surtout allumez votre caméra et si vous n'allumez pas la caméra, le message derrière c'est vous revenez au bureau et puis on va bien surveiller votre performance. Donc non, c'est la relation, c'est du temps de qualité. Si quelque chose ne va pas, eh ben, il faut savoir en parler aussi humainement. Si on veut développer les autres, passer du temps de qualité pour leur parler. Ça ne veut pas dire les infantiliser, ça ne veut pas dire les déresponsabiliser, bien au contraire, mais c'est ce qui a été dit un peu partout avant, c'est vraiment d'installer de la relation et de la qualité de la relation qui ne peut pas être remplacée à 100% par le digital. C'est du temps, c'est de l'organisation, ce que tu disais aussi, Boutaina, comment j'organise mon temps pour aussi avoir des interactions de qualité et comprendre ce qui se passe pour les autres. Parce que quand je suis en train de remplir mon agenda de toutes les réunions où je dois être et que quelque part, je me fais piéger par mon ego qui me dit il faut que tu montres à quel point tu es important et tu vas participer à toutes ces réunions, alors qu'en réalité, rien ne t'empêche de déléguer la présence à une réunion à quelqu'un pour qui ce serait une opportunité d'apprentissage et en même temps, ça te fait gagner un peu de temps de confort où tu vas être plus en recul pour peut-être justement regarder quel est ton cercle d'influence interne et externe. Hein, c'est avant de foncer dans le tas et d'être dans l'action d'une manière pas très écologique in fine. Donc voilà. Ben moi, j'ai exactement les mêmes, la même frustration de ne pas assez bien me connaître. et, et je pense que c'est vraiment une priorité qu'on doit se fixer. Essayer de connaître la manière dont notre cerveau fonctionne, dont nous fonctionnons en général et pour éviter, enfin pour essayer de, de mettre son ego de côté si on a un ego trop développé, pour essayer d'avoir des réactions trop peu pensées ou trop brutales, ou etc. etc. Et je pense qu'un leader, c'est d'abord quelqu'un qui passe beaucoup de temps à travailler sur lui pour essayer d'être le mieux possible dans sa relation avec les autres et avec le monde. Donc voilà. Exactement. Et on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais aussi d'intelligence relationnelle. Et c'est le leader qui doit voguer un peu sur toutes ces formes d'intelligence. Je pose une autre question qui viendrait instinctivement après celle-ci. Qu'est-ce qui ferait pour vous un bon leader? Quels sont, si on donne le top 3 ou le... Je vois que Hind, tu es déjà... Je pense sur ce sujet que j'aime bien aussi. J'ai envie de dire d'abord la curiosité. Il faut être curieux de tout. Et ça, on ne l'apprend pas assez aux jeunes, aux étudiants. Et moi-même, j'ai vécu ça. Et franchement, c'est la curiosité de tout, des gens, des voyages, etc. Ça nous fait grandir, on se pose des questions, on a envie d'apprendre. En dehors de ça aussi, c'est l'accompagnement. Moi, je me suis engagée personnellement depuis plusieurs années sur du développement personnel. Ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup structurée, ça m'a permis d'être alignée avec moi-même. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure que je ne trouvais pas. Donc, et puis, je pense que c'est important de se poser la question de prendre du recul, hein, de prendre du recul et de se dire est-ce qu'on est sur comment on se sent par rapport à nous, par rapport aux autres.
Il y a des outils qu'on peut utiliser pour prendre du recul, pour voir les choses en méta, comme tu disais tout à l'heure, Sarah. Le sport aussi, j'ai envie de dire, le sport est un outil vraiment très puissant pour, pour s'aérer l'esprit, pour remettre les pendules à l'heure, etc. J'encourage beaucoup à prendre, à ce qu'on prenne, hein, leader ou pas, à ce qu'on prenne du recul euh, en, en demandant de l'aide quand on a besoin, en se faisant accompagner et en faisant du sport. Moi, ce qu'a dit Laura m'a beaucoup interpellée et je vais reprendre le titre du thème, c'est leadership paradoxe et réalité. Et en fait, et j'ai bien aimé le petit clin d'œil de Hind sur le sport. Alors en fait, quand on a une personnalité avec du leadership, je ne sais pas si on peut faire le lien personnalité et leadership, on a une personnalité avec du leadership, souvent c'est dans l'entreprise qu'on a développé, parce qu'on en avait besoin, parce qu'on a besoin de mener des équipes, on a besoin d'arriver à des objectifs, etc. Et très souvent, on se rend compte que, et Laura, en parallèle, a dit quelque chose de très, très important, moi qui me parle en tous les cas, c'est à force de se connaître et de travailler sur soi-même, on commence à comprendre que des fois, il ne faut pas intervenir tout de suite. L'impulsivité, c'est dangereux. Ça peut choquer les gens, ça peut arrêter une communication, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et plus on se connaît, plus on apprend nos petites failles. Et je pense que les gens qui sont très actifs et qui travaillent beaucoup ont beaucoup cette faille. Moi je l'ai beaucoup travaillé. C'est qu'on a envie de répondre tout de suite et même dans l'humour, on peut vexer quelque chose ou casser quelque chose. Alors que si on prend du recul, ce n'était pas nécessaire de le dire, ce n'était pas nécessaire de sortir ce sujet sur le moment. Peut-être qu'il n'est pas très important, il y a plus important, etc. Prendre de la hauteur. Et cette retenue, c'est un travail sur soi-même qui est très, très important. Et j'ai compris aussi, quand on travaille avec les équipes, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes défauts, qui automatiquement veulent répondre tout de suite et on leur demande aussi de réfléchir avant de répondre, etc. Donc, on commence à apprendre aux autres à faire un travail d'équipe. Et quelque part, on leur donne des notions. Mais là où c'était intéressant, le clin d'œil, c'était quand on a du leadership dans l'entreprise, on se rend compte que si on va dans tes équipes de sport, ses amis de sport, ben on commence à déployer le même leadership. Mais il y a un risque, c'est d'être directif et de gêner ses amis. Et dans la famille, on commence à faire la même chose aussi. On a envie de mener tout le monde, sauf qu'on oublie que dans la famille, et on est plusieurs éléments, des adultes et des moins adultes, et il y en a d'autres qui ont du leadership, même il y a des enfants qui ont des leadership à l'école. Et quand on veut être celui qui a du leadership, moi, à chaque fois que je reviens dans mon environnement social, j'ai envie de refermer mon tiroir leadership et revenir et avoir encore plus d'écoute et redevenir un élément simple de la famille. Et quand je suis avec mes amis, j'ai appris aussi à faire la même chose. Quand je reviens dans mon groupe de famille, d'amis, parce qu'eux aussi, ils ont leurs activités, ils ont leur leadership, hein, dans tous les domaines. Je refais l'effort de redevenir un élément parmi les autres au même niveau. Et ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort. Et ça fait partie de ce qu'a dit Laura tout à l'heure, j'ai bien aimé, c'est toujours se questionner sur soi-même, se remettre en question, sans forcément se flageller ou penser du mal de soi-même, mais ça aide à mieux entretenir tout ce qu'on a. Donc pour moi, c'est important. J'ajouterais à ça ton conseil de faire les marches 3 par 3. C'est un conseil qui restera. Sarah, peut-être? Alors, moi, je vais donner des conseils que je ne suis pas toujours. C'est les plus faciles. Non, je pense qu'il y a des outils qui sont assez formidables, en tout cas qui font avancer et qu'il ne faut pas s'en priver parce que ça ouvre les yeux sur, en particulier, la diversité des profils. Alors moi, j'aime beaucoup le travail sur les profils et j'ai beaucoup appris en découvrant mon profil et finalement, ça objective beaucoup de choses et ça permet de se positionner plus facilement finalement par rapport à des profils qu'on repère, qu'on apprend à repérer petit à petit. Travailler sur tout ce qui nous permet
de mieux communiquer. Comme disait Yin, la communication non violente, c'est tellement important. Garder la communication vivante et être vraiment dans des relations vertueuses, constructives et ne pas casser les relations qui sont si précieuses. Donc ça, c'est tellement important. Et puis, tout ce qui est autour de finalement la découverte de, alors on peut dire la flamme ou ce qui nous fait avancer en fait. Parce que là aussi, c'est fondamental pour essayer d'embarquer, d'être là où on doit être au bon endroit et puis travailler sur mettre cette flamme au service d'autre chose. Donc travailler, on appelle, enfin, la flamme, là, arriver à identifier sa raison d'être. Alors inutile de vous dire que je n'y suis pas, mais mais c'est vraiment, quelque chose qui me passionne parce que voilà, je pense qu'on avance, dans la vie de manière, plus sereine, confiante quand on a fait, ce travail sur soi. Donc voilà. Merci beaucoup, Sarah. C'est vrai qu'on revient à cette notion de relation à soi et aux autres. Laura, si tu avais... Oui, j'ai envie de dire oui, c'est un chemin, c'est un chemin, c'est un chemin. Et l'important, c'est de vivre son chemin et vivre sa vie. Et je rejoins ce que disait aussi Hind, c'est être aussi dans son corps et laisser du temps pour le corps. Et dans le corps, il y a aussi les émotions, il y a le temps de qualité qu'on réserve pour soi, pour les moments de son repos, les moments où aussi on se fait plaisir, on rencontre d'autres personnes, ou la manière dont on se nourrit, le temps qu'on passe aussi à favoriser ce qui nous ramène, ce qui baisse notre niveau de stress, parce que l'ennemi aussi dans tout ça, c'est aussi le stress. Le stress n'est pas aidant dans le développement du leadership et de la croissance relationnelle. Bien au contraire, c'est souvent l'ennemi numéro un. Donc, ce temps de qualité qu'on laisse pour soi, c'est aussi, je voudrais rajouter juste une chose, c'est s'entourer de personnes qui vont nous challenger. Et ça, dans la manière où on va recruter des gens, où on va s'entourer des gens, où on va promouvoir des gens, bien souvent, encore une fois, le biais, c'est de ramener ceux qui nous ressemblent, ou bien les oui-oui, alors que ceux qui ont des idées complètement différentes, eh ben, bien souvent, ces personnes-là vont apporter une énergie complètement différente pour nous, pour notre propre apprentissage dans notre chemin et pour l'avancement de l'organisation. Donc la diversité, il faut y être aussi ouvert et ça commence par nous, par soi, et après on peut encourager ça dans l'entreprise. Merci beaucoup, Laura. C'est vrai qu'on rejoint un peu ce que disait Boutaina tout à l'heure sur le ne pas avoir peur de recruter des gens dans son équipe ou de s'entourer de gens qui sont parfois plus intelligents que nous sur certains domaines. Et c'est ce que tu cites aussi. Alors pour finir, et on arrive au bout de cet échange riche de vos parcours, riche de vos expériences et riche de vos visions, j'ai envie de finir en vous demandant, alors à chacun, à chacune plutôt, ce leader inspirant que vous voudriez partager avec nous. On a parlé beaucoup de cette notion. Ce leader qui vous a marqué ou qui est inspirant pour vous? Je vous vois sourire, alors j'imagine que vous le dessinez, vous le visualisez. Hind, peut-être? Alors, oui, j'avais fait l'exercice dernièrement justement dans ma formation et c'est vrai que j'ai cité plusieurs personnes. J'ai cité Barack Obama, j'ai cité Kamala Harris parce que je suis admirative devant cette femme qui est première vice-présidente aux États-Unis et son côté, on va dire, euh, cool, entre guillemets, et en même temps, toute sa détermination et tout ce qu'elle a fait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une personne qui m'est très chère, c'est ma grand-mère. Et franchement, c'est ma première inspiration et c'est la personne qui représente pour moi vraiment le leadership parce que c'est une femme qui n'a pas fait d'études, qui a eu
qui s'est mariée à 13 ans et qui a eu pas mal d'enfants comme à l'époque, et qui avait vraiment, c'est l'incarnation de l'intelligence émotionnelle. Elle savait comment parler aux gens, comment prendre en considération les gens, comment faire passer son message, comment susciter l'engagement et l'adhésion. Justement, elle avait tous ces outils-là. Et elle savait aussi prendre les décisions quand il le fallait. Et c'est un rôle important que doit jouer le leader. Donc voilà, c'est à elle que je pense aujourd'hui. Et j'espère franchement un petit peu lui ressembler dans quelques côtés qui me plaisaient et qui me plaisent toujours en elle. Elle est partie, mais elle est toujours avec nous, dans la pensée. Merci Voilà. beaucoup, Hind, pour ce super partage. Merci. Sarah, oui? Moi, je ne donnerai pas de nom parce que quand on donne le nom d'un leader, on exclut d'autres. Ils sont plus jaloux. Mais je pense qu'il y a vraiment 2 personnes dans toute mon existence qui m'ont vraiment marquée en tant que leader. Et les caractéristiques en fait de ces personnes, c'est des personnes qui m'ont beaucoup stimulée intellectuellement. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. J'admire une manière de penser loin, profond, à des choses auxquelles je ne pense pas. Et des personnes qui ont su créer une connexion en fait, qui fait que ben, il y a de la confiance qui se crée et on change en fait, voilà. Et on change à leur contact. Et on se connaît mieux. On apprend à se connaître, on apprend, ça ouvre des horizons sur soi et sur le monde. Et donc, voilà, je pense que on rentre dans la dialectique un échange qui fait grandir, voilà. Et il y en a pas souvent, mais c'est tellement précieux d'en croiser. Donc moi, je cherche des leaders. Alors j'espère que tu en as au moins 4 avec toi aujourd'hui. Laura, peut-être? Mes parents. Mon père, pour la tête, c'est un homme d'intellect et qui m'a toujours encouragé à apprendre. Et avec son mot al-ijtihad, il m'appelait al-mujtahida, celle qui progresse. Et il faut travailler, avancer. C'est important de se remettre en question son savoir et d'apprendre. Et ma mère, pour le cœur, elle me disait toujours ne fais rien sans que ton cœur y soit. Tout ce que tu fais, fais-le avec cœur. Et j'avais l'exemplarité de sa part dans ce sens. Ils ne sont plus là, mais je suis heureuse d'honorer au fait ses valeurs et ses enseignements. Et ça reste pour moi des lumières qui me guident dans ma vie et dans les moments difficiles aussi. Alors, Boutaina, est-ce que tu veux nous livrer ce secret? Voilà, moi je suis comme Sarah, si je cite 2 noms, bien sûr mon papa il est extraordinaire avec son âge avancé, mais il a toujours la tête pour tout, il pense à tout, tout le monde l'écoute, il parle très très doucement, il crie jamais, et pourtant tout le monde l'écoute, tout le monde le suit, tout le monde a envie de lui faire plaisir, et puis il a bien aligné les valeurs qu'il a. Et je pense que toute la famille, les enfants, les petits-enfants, on est une grande famille. Et tout le monde est aligné sur ses valeurs. Et ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs que lui, il s'arrange bien pour les cacher parce que il ne crie pas, il ne punit pas, mais c'est incroyable cette aura qu'il a. Et je pense que c'est une vie de travail sur des valeurs. Je pense que c'est important et en soi, c'est un leadership, c'est un référentiel. Mais moi, j'ajouterais un truc, j'ai toujours admiré les gens qui avaient du leadership et qui n'avaient pas peur et qui arrivaient à faire des choses que moi, je trouvais trop difficiles à faire et je les voyais faire le pas et faire table rase de toutes les difficultés. Et ça, j'ai une admiration pour ces gens. Pour moi, ce sont des gens qui ont atteint une... Ce n'est pas des kamikazes, ce sont des gens
j'en ai observé quelques-uns, quand ils arrivent quelque part, ils prennent des décisions, ils prennent des postes de décision, et quand ils arrivent, ben, ils annihilent tout le monde. Ils arrivent à le faire. Et c'est incroyable, comme disait Sarah, ce sont des gens qui ont une aura. Et ça, je pense que c'est des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes, mais qui avaient déjà une prédisposition. Et j'ai remarqué une chose, tous les gens que j'ai connus qui avaient beaucoup de leadership parlaient doucement. Et on faisait l'effort de les écouter. Ça, je l'ai constaté chez tous les gens que j'ai connus. Un homme en politique pareil parlait tellement doucement que tout le monde se taisait parce qu'on voulait l'écouter. Et pourtant, il avait plus de pouvoir de nuisance que de pouvoir de base, de vote. Mais il avait cette capacité quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Et j'avais constaté depuis longtemps cette similitude. C'est peut-être une coïncidence dans mes expériences à moi, que les gens, quand ils ont du leadership, quand ils ont le pouvoir de conviction des autres, ils n'ont plus besoin de parler fort. Alors, je pense que vous avez toutes cité de belles compétences, des choses essentielles à modéliser hein, chez vos leaders et chez beaucoup d'autres figures leaders. Moi, je rejoindrai Hind sur les 2 points. Un sur Kamala Harris parce que depuis qu'elle porte des Converse dans ces grandes réunions, j'ai décidé de me convertir à la Converse tailleur et ça fait beaucoup de bien. Et de deux, à la grand-mère, parce qu'effectivement, j'ai cette image aussi de ma propre grand-mère, leader dans son propre cocon, mais et dans sa manière de gérer cette famille qui est comme finalement qu'on peut repartir sur cette échelle d'entreprise, mais ces notions-là sont clairement à modéliser. Je te remercie, en tout cas, je vous remercie toutes pour ce partage. Vous avez été aujourd'hui toutes les 4, en tout cas, inspirantes et je n'ai aucun doute là-dessus. Et je vous remercie pour ce partage d'expérience, ce partage d'un peu de vous et de ce que vous avez appris au fil de vos expériences. Donc, merci à toutes. Et promis, la prochaine fois, on va inviter aussi des hommes. Merci, au revoir. Merci à toutes. Merci. Au revoir.